Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses, de littérature, on va parler de musique, et on va aussi parler de la place de la santé en français dans la campagne électorale qui est en train de se passer en ce moment. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Marie-Renée Faye de l'ACFO. Marie-Renée, bonjour, bonne saison à toutes les deux parce que vous revenez pour une nouvelle saison avec plein de nouveautés de votre côté. Vous avez déménagé, Oui, vous avez une nouvelle directrice. Il se passe vraiment beaucoup de choses, j'avoue. Oui. Alors, vous êtes où maintenant? Là, maintenant, nos bureaux se trouvent au Patro d'Ottawa, comme au 40 rue Cobourg. Comme c'est pas mal, on est toujours à Vanier et plus proche du centre-ville aussi. Mais on a juste déménagé pour avoir plus de place parce que notre équipe s'est beaucoup agrandie, Super. surtout au cours de la dernière année. Fait qu'on avait besoin de plus de place et aussi pour respecter un peu les distances et tout. Et puis, vous n'avez pas arrêté durant l'année précédente à travailler, à toujours offrir des activités et tout. Mais avec l'ancienne directrice que je connaissais, Aja, maintenant vous en avez une nouvelle, Catherine Briand, qu'on va avoir en entrevue. Comment ça s'est passé de Aja à Catherine avec l'équipe? Bon, ça s'est quand même bien passé, disons. Comme on est encore un peu en télétravail, nous tous, mais on arrive à collaborer et bien faire la transition. Mais oui, vous arrivez à collaborer et bien faire la transition. Tu me disais avant notre entrevue officielle que hier, vous avez eu votre AGA. Comment ça a été? Ça s'est bien passé. C'est la deuxième fois qu'on fait notre AGA de façon virtuelle, mais on a quand même eu une bonne participation et même pour le déroulement, on voit que maintenant tout le monde maîtrise mieux Zoom qu'il y a un an. Et comme tout s'est bien passé, on a eu trois Trois nouveaux nouveaux membres. membres du CA. Comme il y avait trois postes sortants, fait qu'il y a maintenant trois nouvelles personnes. Les votes ont eu lieu aussi pendant l'AGA. C'est qui ces trois membres-là? Peut-être qu'on les connaît dans la communauté. C'est possible. Il y a Catherine Saint-Hilaire du CESOC, Oui. Leila Saligan qui est de la Ah, Cité collégiale oui. et Valérie Sanson aussi du CECCE. Valérie Sanson. Oui. OK. Ça, c'est les trois nouveaux membres du CA de l'ACFO Ottawa. OK, bonne arrivée à eux, comme on va le dire. Et puis, en dernier point, vous vous préparez pour le 25 septembre. Ça arrive bientôt. Oui, à grands pas. Et bon, comme le dit l'affiche, on va organiser cette année un lever de drapeau. On n'a pas pu en faire l'année passée, fait Oui. que ça va faire un peu changement, fait qu'on va, ça aura lieu au Patro, là où on est maintenant. Peut-être ça permettra à beaucoup de personnes qui connaissent pas encore le Patro de De passer. découvrir, oui. Tout le monde est invité quand même. C'est un événement ouvert. Ça va se faire à l'extérieur, fait que oui, tout le monde est invité. On peut juste respecter les mesures barrières et tout. Avec Donc, ce sera à à- 13h30 le 25. avec les délais de Canada Post, là, je préfère le dire tout de suite avant de parler de ce sujet-là. Il faut se procurer des items que vous voulez, des articles sur la boutique de l'ACFO. Qu'est-ce que vous avez de disponible en ce moment sur la boutique pour le 25 septembre, Marie-Renée? J'ai vu des pins dernièrement. Je ne sais pas s'il y en a encore. Oui, on a encore des pins. Franco-ontarien, on a encore des masques. Aussi, ils sont toujours disponibles. Les choses qui seraient en rupture de stock, si je me trompe pas, ce sont Les les t-shirts. bandanas. OK. Oui, on a les t-shirts qu'on avait venaient de la boutique en tout cas je pense, à Orléans, fait que les personnes qui veulent des t-shirts peuvent la contacter. Mais sinon, juste nous, de notre côté, ce qu'on n'a plus, ce serait les bracelets et les bandanas. OK, Mais les pour tout le bracelets. reste, on les a encore, oui. Alors, pour la Fait que procédure, juste comme les personnes, c'est ça. Pour les personnes qui veulent, qui doivent recevoir leur commande par la poste, ce serait bien qu'ils passent leur commande au plus tard demain, vendredi, pour être sûr de le recevoir au plus tard le vendredi prochain, parce c'est qu'avec les ça. délais, c'est pas toujours évident. Ouais. C'est ça. Fait qu'il faudrait vraiment au plus tard demain passer la commande en ligne et pour la recevoir la semaine prochaine. Sinon,
les gens peuvent passer directement à nos bureaux, juste appeler pour s'assurer qu'il y aura comme on sera ouvert de 10 heures à 4 heures et vendredi seulement jusqu'à midi. Merci. Donc, à ces heures-là, ceux qui veulent juste récupérer leur commande en personne peuvent passer récupérer. Merci beaucoup, Marie-Renée. Bonne saison à toutes les deux. On se revoit une prochaine fois. Bye bye. Bonne saison. Alors, pour vous autres à la maison, www.acfoottawa.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez prendre des articles pour le 25 septembre. Après la pause, on va parler avec un chroniqueur que j'adore et je sais que vous l'adorez aussi. Restez avec moi pour regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Sur nos voies navigables, un décès sur 3 est causé par la navigation de plaisance avec les capacités affaiblies. Ne naviguez jamais si vos capacités sont affaiblies. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'entretiens maintenant avec notre chroniqueur Jean-Paul Moreau. Jean-Paul, quel plaisir de te revoir pour cette nouvelle saison. Et je suis tellement... C'est réciproque en Claude Andrea. Ça fait depuis le mois de juin qu'on ne s'est pas vu. Oui. Alors, effectivement, beaucoup de plaisir. Et puis, je suis tellement impatiente de savoir dans quel univers musical tu vas nous emporter cette saison. Ça va être une saison très, très, très riche, variée. Bon, là-dessus, je lance bien sûr une généralité, bien entendu, mais je te propose de faire, une espèce de petite projection de ce qui a été et de ce qui s'en vient aussi au niveau musical. Il y a des choses vraiment, vraiment passionnantes, vraiment intéressantes. On va y aller par quelque chose que je n'ai pas beaucoup abordé dans ma chronique musicale, c'est la musique classique. Et j'ai fait une découverte extraordinaire dont un deuxième volume va sortir au cours de la saison qui s'amorce. C'est le guitariste, compositeur, professeur, pédagogue, musicien, concertiste, David Jack. C'est un spécialiste de la guitare. Il est collectionneur de guitares en plus et à travers ses interprétations, à travers ses différentes guitares, il nous propose l'histoire de la guitare depuis ses tout débuts, façon de parler, jusqu'à nos jours. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est musique classique, bien entendu, mais c'est un peu plus loin que ça aussi, à cause des instruments, à cause de la façon de les jouer, bon, etc., etc. Et même une guitare sèche du 21e siècle sonne pas tout à fait pareil comme une guitare sèche, par exemple, du 16e siècle, etc. Alors, on voit les nuances, les différences. Enfin, c'est un bijou, cette affaire-là, que l'histoire de la guitare avec David Jack. Alors, on va explorer et découvrir ça, évidemment, avec tout le monde, bien entendu. Côté instrumental, j'annonce qu'il va y avoir des nouveautés de Klaus Schöning, qu'on avait déjà présenté à l'émission, ou à la chronique, avec donc, entre autres, un album qui s'appelle Pirouette, qui est vraiment très, très intéressant et dont l'inspiration, c'est la danse. Alors donc, musique instrumentale basée sur la danse contemporaine et la danse ancienne,
Alors, on fait vraiment le lien entre les deux. Alors, Claude Chenet a encore réussi à faire un tour de passe-passe magique pour ça, évidemment. Côté, comment dirais-je, toujours musique instrumentale, évidemment, il faut quand même pas oublier aussi, et je vais me référer à mes notes, évidemment. Ah oui, c'est ça. J'ai fait une découverte de la musique sud-américaine. Tu sais que j'adore la musique sud-américaine. Et donc, par conséquent, il y a un compositeur néerlandais qui s'appelle Guy Sweens ou Guy Sweens, S-W-E-E-N-S, qui amorce un périple à travers l'histoire des Incas, donc la montée des Incas, si tu veux, avec Machu Picchu, le Pérou, etc., etc. Et donc, il va faire une espèce d'anthologie de l'histoire Inca à travers la musique qu'il compose. Ça aussi, j'ai vraiment hâte de voir si l'aspect folklorique, l'aspect, comment dirais-je, musical des différentes composantes en Amérique du Sud, si ça va être respecté, bien entendu, et comment il va les interpréter. Ça, je trouve aussi que ça va être un très, très beau moment. Et toujours côté musique instrumentale, mais cette fois-ci au niveau du jazz, à ne pas manquer la sortie de l'album de Jean-Fernand Girard, c'est un compositeur pianiste du Lac-Saint-Jean. Ça vient de loin, d'accord, mais pourquoi? Parce qu'il va sortir un album qui s'intitule « Dans ma boîte à surprises ». Ça doit certainement sonner quelque chose chez vous, mesdames, messieurs, et chez toi, Claude Andréal, la fameuse boîte à surprises, bien sûr. Il a composé et arrangé des œuvres du compositeur Herbert Roff, si tu veux, dépendant de la prononciation, qui a composé à peu près toutes les musiques de la boîte à surprises. Et donc, il a agencé tout ça, organisé tout ça. C'est extraordinaire. Alors, ça, c'est un survol très, 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 très rapide de la musique instrumentale. Dans le volet instrumental, on aura beaucoup de surprises, hein? C'est ça que je remarque. On va aller un peu partout, là. Tout à fait. Je suis prête. Absolument. Et alors aussi, oui, c'est ça. Et alors côté chanson aussi, il y a des choses intéressantes aussi. Il y a un nouvel album de Debout sur le zinc. Il y a un nouvel album de Le Trottoir d'en face, dont j'avais déjà parlé. Il y a un album EP qui va sortir ces jours-ci ou qui sort bientôt, à tout le moins, de Tristan Malavoie, qui s'appelle L'éclat de l'or. C'est très bon de ce que j'ai entendu. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Et il fait un duo avec Ingrid Saint-Pierre. C'est vraiment... En tout cas, j'ai entendu ça, puis je suis tombé à la renverse. Très, très beau et très poétique, bien entendu. On connaît un peu l'écriture de Tristan Malavoie. Également, d'autres compositeurs qui vont venir. Il y a un album aussi à découvrir absolument, et on va le faire, l'album de Charles Bois du Charme aussi, qui est déjà sorti, mais qu'on n'a pas encore entendu à la chronique, que je vais vous faire découvrir, évidemment. Enfin, plein d'albums. Ah oui, c'est vrai. Nouveauté extraordinaire, un compositeur suisse, mais dont la renommée commence vraiment à se faire sentir, même s'il a déjà beaucoup de métiers. C'est un certain Gauvin, G-A-U-V-A-I-N, Sers, S-E-R-S. Son plus récent album vient de sortir à peine, ça s'appelle « Ta place dans le monde ». C'est un poète, ce gars-là, et un musicien extraordinaire avec une voix un peu à la, comment je te dirais, ouais, à la Moustaki un peu à la Georges Moustaki. En tout cas, il y a des similitudes vraiment, vraiment intéressantes, des sonorités dans sa voix qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Et donc, en tout cas, il y a tous ces éléments-là, bien sûr, en plus des nouveautés. Je sais que René Rey est en train de travailler sur quelque chose d'autre. Damien Robitaille, évidemment, il continue à produire, bien sûr. Un album aussi à découvrir et à suivre, c'est Le Soir de semaine. C'est un groupe de la Saskatchewan qui est aussi en découverte et en progression. Ça faisait quoi, 7, 8, 9 ans qu'ils n'avaient pas sorti d'album. Ils vont en sortir un. Alors donc, c'est à suivre évidemment aussi. Et c'est l'émotion qui me gagne. Vous ne pouvez pas savoir combien, parce que ça faisait longtemps que j'attendais ça. Le nouvel album de Vangelis. Okay. Ça aussi, c'est à ne pas manquer. Ça s'appelle « De Juno à Jupiter ». Et probablement que lors de la prochaine chronique, ça va être le premier élément que je vais vous présenter du nouveau Vangelis.
Ah, quel pur bonheur que d'écouter ça. Alors, de la musique classique, du jazz, en tout cas des chansons, ça sera le combo de notre saison. Mais moi, je vais faire ma capricieuse et puis te poser une question personnelle. Est-ce que Yanni, là, il n'a rien fait depuis longtemps? Yanni, non, pas. Il a composé de façon constante au cours de la pandémie, j'en ai parlé, mais non, je te dirais, dans le dernier mois et demi, il n'y a rien du tout, mais on n'arrête pas un musicien. Quand un musicien est sur son air d'aller, à un moment donné, ça finit par sortir. Alors, je suis persuadé, pour te contenter, qu'il va y avoir du nouveau Yanni et probablement du nouveau David Arquette-Stone aussi. Super. En tout cas, contenu bien chargé pour notre saison, pour la chronique musique. Merci beaucoup, Jean-Paul. Et j'ai hâte à notre première chronique. Au mois d'octobre, si je me trompe pas. C'est ça. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, ne manquez aucune occasion de voir notre chroniqueur musique, Jean-Paul Moreau, sur les ondes de TV Rogers à notre émission. On va prendre une petite pause et juste après, on va parler de la place de la santé en français dans la campagne électorale qui se passe en ce moment. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Chandail sale, j'allume la radio à n'importe quel canal. Je suis pas paresseux, je cuisine ben flat. J'ai encore brûlé mes jours tomates. Yeah. Puis on me dit, t'es sûr que ça va? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? J'dis, j'top shape mon gars. Oh, oh, oh. J'dis, j'top shape mon gars. Yeah. De ce temps-là, c'est comme si les coquines me voient venir à 1 000 à la ronde. J'suis pas capable de leur mentir. J'parlais de me caser, à me tourner les pouces. Ça tourne mieux à deux. Et où moi, ma douce? De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Est-ce que la santé en français a eu sa place dans la campagne électorale? C'est la question qu'on se pose. Et pour en parler, j'ai avec moi M. Antoine Désilé, qui est le directeur général de la Société Santé en français, un organisme à but non lucratif que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Et j'aimerais bien savoir, c'est quoi le but et la mission de votre organisme? Oui, tout à fait. Bien, merci, Claude Andrea, pour l'invitation à vous parler lors de l'émission aujourd'hui. Avant qu'on parle de la Société Santé en français, je pense que la grande question, c'est pourquoi la santé en français? Au Canada, il y a plus d'1 million de personnes qui habitent en situation minoritaire, donc dans des provinces où la langue d'usage est l'anglais. L'accès à des services de santé en français est extrêmement difficile un peu partout au pays. Quand les gens vont aller chercher des services de santé qui ne sont pas dans leur langue, il y a toute une série de risques et d'impacts sur la qualité des services. On pense entre autres à des diagnostics qui sont moins efficaces, à des séjours hospitaliers qui sont plus longs, à des qualités de services qui ne sont simplement pas là. Donc, essentiellement, la langue et la communication en santé, c'est extrêmement maillé. C'est donc la mission de la Société Santé en français d'assurer un meilleur accès à des services de santé en français partout au pays. On est un organisme pan-canadien actif dans 12 provinces et territoires. Donc, on a besoin de travailler avec 12 systèmes de santé qui sont chacun distincts avec leurs propres particularités, leurs propres défis, leur propre communauté.
Donc, ultimement, la SSF ou la Société Santé en français, nous, on a une approche qui s'appelle le réseautage. Donc, le réseautage est vraiment le cœur de notre action. Puis quand on parle de réseautage, je pense que c'est important pour vos auditeurs de faire une distinction entre ce qu'on entend généralement par le réseautage, qui est bâtir un réseau de contacts avec des partenaires, avec le réseautage que nous, on l'entend dans la santé en français, qui est une action planifiée, concertée, organisée pour développer l'offre de services. Donc, pour peut-être simplifier le réseautage en quelques mots, c'est essentiellement, on sait que les systèmes de santé sont complexes, on sait que la transformation des systèmes de santé, c'est extrêmement compliqué. Le réseautage, c'est d'asseoir tous les partenaires qui ont besoin de parler d'un changement au niveau des systèmes de santé, les asseoir à la même table, puis les aider à collaborer entre eux pour s'assurer que les systèmes changent pour offrir des meilleurs services aux communautés francophones. Donc, le réseautage, ça peut prendre plusieurs formes, ça va dépendre du niveau d'engagement des différents systèmes de santé. Ça commence par de la sensibilisation des partenaires, donc partager de l'information sur les besoins des communautés francophones, le nombre de personnes qui ont besoin de les servir, les défis au niveau de l'accès plus spécifique. Puis le réseautage va avancer dans sa structure pour aller mener à éventuellement de l'appui directement des partenaires. Donc, s'asseoir avec des organismes de santé, les aider à intégrer des meilleurs modèles, des connaissances. Puis finalement, quand le travail sera complété un jour, on espère avoir des services de santé partout, mais le réseautage devient plutôt une vigie des actions, des programmes, des politiques qui sont en place. Et puis là, ça me fait tellement bizarre de le dire, mais ça devient une réalité, là. La santé en français, je pense que c'est on va dire le cheval de bataille de beaucoup d'organismes parce que j'ai l'impression que ça n'arrête pas. Il faut toujours se mettre en position de demande, je vais le dire comme ça, entre griffes, pour pouvoir vraiment avoir accès à ce à quoi on a droit. Parce que quand vous parlez, là, je pense tout de suite à la FARFO qui travaille aussi sur ça, souvent au Conseil sur le vieillissement. Donc, ça fait beaucoup d'organismes, mais votre approche, elle est différente. Parce que vous allez toucher chaque pilier, on va dire, de gouvernementaux et autres, là, pour avoir les informations et les transmettre à les bonnes personnes. Exact. Je pense que vous l'avez noté avec justesse, la santé en français, ça touche beaucoup d'organismes. D'abord, il existe 16 réseaux de santé en français partout au Canada, donc des organismes qui sont dédiés à développer l'accès à des services de santé dans leur province, leur territoire, des organismes actifs depuis souvent une vingtaine d'années, qui sont vraiment des experts ancrés au sein de leur système. Mais ce que vous apportez est un extrêmement bon point. Je vous ai parlé beaucoup d'accès à des services de santé. Je pense que c'est beaucoup là où il y a des lacunes particulière, mais la santé, ça dépasse les systèmes hospitaliers, ça dépasse les médecins. La santé, c'est un état. La santé, on a une approche qui essaie de tenir compte de tous les déterminants de la santé. Donc, l'emploi, l'éducation, l'expérience en petite enfance sont tous des facteurs qui influencent la santé des gens. Puis on sait quand on vit en situation minoritaire comme francophone, déjà, il n'y a pas de service en français dans plusieurs endroits du pays, mais en plus, il y a beaucoup des autres sphères de la vie où le fait français est moins présent et tout ça a une incidence sur la santé des communautés. Donc, vous avez noté avec justesse qu'il y a beaucoup d'autres partenaires qui s'inquiètent de la santé des communautés francophones. Et puis, j'ai été très étonnée de voir sur vos informations qu'on a partagées ensemble et sur le site web que, à part l'éducation, l'éducation, oui, fait partie de ça, mais il n'existe pas vraiment de protection légale qui protège l'accès à des services de santé en français. J'étais comme, OK. Ça, je ne savais pas, mais c'est quand même important d'avoir comme une protection légale pour ça. Bien, tout à fait. Puis, je pense que la comparaison avec l'éducation, elle est très juste. Quand on demande aux communautés francophones les secteurs qu'ils trouvent importants pour la vitalité de leur communauté, l'éducation revient toujours, mais la santé est également très présente. Et donc, et vous avez raison, au niveau national, il n'existe pas de protection. On le sait, la prestation des services de santé, c'est une compétence provinciale, donc ça relève vraiment de l'engagement des provinces à donner les services. Il existe une province au Canada où il n'existe aucune protection ou aucun règlement provincial. Donc, en Colombie-Britannique, il n'y a ni règlement, ni politique, ni loi qui existe pour desservir les francophones. Au niveau fédéral, il n'existe aucune protection également. Cependant, je veux quand même noter que le gouvernement fédéral s'engage depuis une vingtaine d'années à appuyer le secteur de la santé, ce qui nous a permis, nous, de bâtir vraiment une expertise dans ce domaine-là depuis très longtemps. Vous avez noté les gouvernements. Je pense que les gouvernements, c'est important de les tenir en tête. Je vous mentionnais tantôt que le réseautage vise à asseoir tous les parties prenantes des systèmes de santé.
les gouvernements ne sont qu'une petite partie. Quand on pense à la santé, il faut évidemment penser au gouvernement, mais il faut penser aux professionnels de la santé eux-mêmes, les médecins, les infirmiers, infirmières, le personnel de soutien, même les bénévoles dans certains cas qui s'impliquent dans les systèmes de santé sont des personnes qu'on veut impliquer dans les discussions sur la santé en français. On pense aussi aux gestionnaires d'établissements, que ce soit des grands hôpitaux comme Montfort ou que ce soit des cliniques de santé communautaires ou même dans certains cas, il y a des organismes comme peut-être des centres de petite enfance qui offrent une partie de services de santé ou des activités liées à la santé. Donc, les gestionnaires à ne pas oublier. Il faut aussi impliquer les institutions postsecondaires, les lieux de formation. Si on veut changer la façon que les services de santé sont donnés au Canada, il faut impliquer évidemment les lieux de formation où les médecins, les professionnels vont être formés. Et finalement, un partenaire à ne absolument pas oublier, pour lequel nous, on fait beaucoup d'efforts pour les impliquer dans les discussions sur la santé, ce sont les communautés elles-mêmes. Oui. Donc, d'engager les francophones dans les consultations. Et je vous mentionnais tantôt le défi de travailler avec 12 systèmes de santé. La Société Santé en français travaille de très près avec les réseaux de santé en français, qui sont vraiment là, sur le terrain à travailler directement avec leur système. Et cette structure de 5 partenaires-là est répétée dans toutes les provinces et territoires du Canada pour adresser chacun des systèmes de santé. Ah, c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce que vous dites là? Je voulais continuer tout de suite, mais on doit aller à la pause. On va prendre une pause et juste après, on va parler de votre avis sur la campagne électorale. Si vous pensez que la santé a été vraiment prise à main. On va en parler juste après la pause. Je vous garde avec moi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est à moi, loin du refuge des autres. Je m'abandonne à la folie et les mots se chevauchent pour redessiner l'infini. J'avance pas à pas et mon cœur se déploie. Enfin, je laisse ma voix s'envoler beaucoup plus haut. Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas et perdu mon temps à douter de moi? Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas? Les 100 pas, les 100 pas, les 100 pas. Et perdu mon temps en faisant chaque fois les mois après les bas, plus haut à chaque fois. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de l'importance de la santé en français, surtout en cette campagne électorale. Je suis toujours avec M. Antoine Desilets, qui est le directeur général de la Société Santé en français. Et vous mentionnez tantôt avant la pause que votre action est vraiment de faire du réseautage avec différents organismes, différentes institutions. Et on va vraiment s'axer dans cette deuxième partie de notre entrevue là sur les institutions gouvernementale, parce qu'on est en pleine campagne électorale. Est-ce que vous pensez que la place de la santé en français a été vraiment étudiée? La question a été vraiment étudiée? En fait, la réponse, je pense, la réponse est non. Effectivement, on n'a pas beaucoup parlé de santé en français. En fait, peut-être même une surprise que la santé n'ait pas été plus un enjeu durant la dernière élection. On voit la pandémie qui reprend de plus belle dans plusieurs endroits du pays. On a vu pendant la pandémie plusieurs lacunes au niveau de la communication en français par les différentes autorités de santé publique dans les provinces. Souvent, les organismes communautaires ont été appelés à soit retransmettre de l'information en français au niveau des communautés, parfois même à faire de la traduction de certaines consignes sanitaires. Donc évidemment, on s'attendait à voir peut-être un peu plus la santé. Je veux quand même noter qu'on a parlé de santé mentale durant la campagne. La santé mentale étant
étant un des secteurs où la communication est particulièrement importante au niveau du rétablissement. On sait qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre et de services en santé mentale partout au pays. C'est encore plus vrai pour les communautés francophones. On a entendu donc au moins certaines annonces qui touchaient la santé mentale. Ce qu'on aurait aimé voir au niveau des communautés francophones plus spécifiquement, il y a des besoins partout. Les investissements en santé sont absolument nécessaires. Mais quand on promet des milliards de dollars du gouvernement fédéral qui sont envoyés vers les provinces, on peut pas, à la Société Santé en français, on se dit qu'on devrait penser à l'impact qu'auront ces investissements-là sur les communautés francophones. Est-ce qu'il y a une partie des fonds en santé mentale qui serviront à aller recruter de la main-d'œuvre capable d'offrir des services en français? Est-ce que ça va servir de bâtir des structures ou des services qui sont disponibles aux francophones? Et donc, faut vraiment se questionner sur l'impact ultime que ça aura sur les communautés francophones du Canada. Et selon vous, vous venez de le mentionner un peu, mais quelles auraient été les meilleures actions à prendre durant cette campagne électorale là pour rassurer la population francophone par rapport à l'accessibilité aux services en français dans le domaine de la santé? On a entendu hier, il y avait le débat sur les enjeux francophones. C'est quelque chose qui est quand même nouveau dans l'environnement politique. C'est très intéressant d'entendre directement les partis se prononcer sur les enjeux francophones. On a entendu quelques engagements qui sont intéressants qui viennent toucher la santé. Là. Donc, je peux penser, entre autres, à des engagements au niveau de la main-d'œuvre en santé. Ça a été nommé par plusieurs des partis dans la campagne, le besoin d'aller chercher dans le bassin de l'immigration francophone des gens qui ont les capacités pour aller aider à combler les écarts qui existent au niveau des systèmes. Ouais, ça a été quand on pense à l'immigration, oui, exactement. Et puis quand on pense à l'immigration francophone, il faut aussi faut voir, bon, évidemment, la contribution que ces gens-là peuvent avoir au niveau des services de santé en français puis d'autres secteurs de la francophonie. Mais il faut également avoir en place des milieux de vie où c'est possible de vivre en français puis de s'épanouir en français. Et donc, à ce niveau-ci, la santé vient jouer à ce niveau-là. On a beaucoup entendu dans les priorités, là, puis au-delà de la santé mentale, on a beaucoup entendu la petite enfance comme un des secteurs qui semble assez prioritaire au niveau des différents partis. On sait la petite enfance est absolument essentielle pour garder les gens engagés dans la francophonie, les garder francisés, là, éviter le risque d'assimilation qui existe quand on envoie les jeunes dans des milieux anglophones dans un jeune âge. Mais il y a un rôle au niveau de la petite enfance d'aller promouvoir des habitudes de vie saines, d'aller promouvoir la saine alimentation. Et puis, on a besoin de toute une infrastructure qui existe pour offrir ces connaissances-là et ces activités-là au niveau en français dans les espaces francophones. Puis finalement, dernière chose que je veux noter au niveau des différents engagements qui est extrêmement intéressant, on a entendu hier parler de la lentille francophone aux différents programmes. La lentille francophone, en quelques mots très simples, c'est de se questionner sur l'impact spécifique des politiques du gouvernement fédéral sur les communautés francophones, puis se questionner à savoir si elles vont en bénéficier ou non, dans quelle mesure, puis est-ce que ces mesures positives sont nécessaires pour aller atteindre des résultats semblables. Donc, c'est intéressant de voir les engagements au niveau des partis à ce niveau-là. La partie de la discussion, pour répondre à votre question, j'ai fait un gros tour, là, mais pour répondre à votre question, la partie qu'on aurait aimé entendre, c'est la reconnaissance de la responsabilité du fédéral dans l'engagement des provinces dans la prestation des services en français. Les provinces sont responsables de donner les services et puis dans plusieurs cas, ce n'est peut-être pas la priorité numéro 1 d'offrir les services dans les 2 langues officielles du Canada. À ce niveau-là, le gouvernement fédéral peut avoir une contribution importante, soit par des programmes spécifiques qui vont bénéficier, qui vont encourager la collaboration de communautés avec les provinces ou par l'ajout de clauses linguistiques dans différents transferts fédéraux, là, donc s'assurer qu'il y ait certaines conditions au niveau des investissements provinciaux. Là, ça fait beaucoup d'informations, mais tout ce que je retiens, c'est que ce serait important que vous, comme organisme, et même bien d'autres organismes comme vous qui ont la même mission, se mettent ensemble pour essayer de crier un peu plus fort. Pourquoi je le dis là? Parce que quand vous avez parlé tantôt, avant la pause, de l'implication de la communauté dedans, c'est important. Parce que si la communauté ne parle pas, ne dit pas, écoutez, moi, dans ma communauté ou dans mon coin, j'arrive pas à avoir des services en français, mais personne ne le saura. Vous ne pourriez pas les défendre, en fait. Tout
Tout à fait, vous avez absolument raison. Donc, je pense les communautés ont besoin d'exprimer les besoins qu'ils ont puis de les faire entendre par leurs différents représentants, que ce soit des représentants francophones, des représentants provinciaux ou des représentants fédéraux. Évidemment, nous, on prend l'approche à la Société Santé en français que nous, on arrive avec des solutions. Donc, on n'est pas là pour aller taper sur des tambours, on est là pour arriver avec des moyens, des outils, des connaissances, des modèles d'accès. Cependant, ben, ce qu'on voit comme réalité, c'est que les gens sont tellement habitués de ne pas avoir leurs services dans leur langue qu'ils ne les demandent plus. Et donc, il y a comme une auto-censure qui se fait au niveau de la demande après l'avoir essayé 2 ou 3 fois, puis parfois même avoir eu des réactions négatives par les systèmes de santé. Les gens arrêtent de demander. Et puis, les données sont extrêmement, inquiétantes dans certaines régions du pays. Il y a certaines régions du pays où, quand on sont des francophones, il y a souvent à peu près seulement 30% des gens qui ont demandé leurs services de santé en français, tandis que dans d'autres régions du pays, ce taux-là est autour du 80%. Donc, il y a vraiment des défis spécifiques dans l'Ouest canadien, entre autres, pour aller aider les gens là, à se sentir à l'aise de demander leurs services. Par contre, puis c'est le point, c'est pas les gens quand ils font appel à des services de santé, se retrouvent souvent en position de vulnérabilité. Il faut pas mettre le poids de la demande des services sur des gens qui sont en situation d'urgence, des gens qui sont en situation de vulnérabilité. Leur offrir ça, oui. Exactement. Et d'où les principes comme l'offre active. Donc, l'offre, à la base, l'offre active, c'est essentiellement d'offrir dans les 2 langues tout de suite, indiquer que les services sont disponibles. Donc, ça, c'est une des pratiques qui doit être mieux intégrée auprès des systèmes. Mais je pense qu'on aura toujours besoin du rôle des organismes comme la Société Santé en français, comme les réseaux de santé en français et comme plusieurs autres organismes francophones que vous avez mentionnés pour être les gens qui emmènent la question de la santé en français là, à la surface. Parce que si on demande aux francophones de le faire quand ils sont en situation de vulnérabilité, c'est un poids très lourd à porter. Bon, oui, et puis quand on parle de vulnérabilité, là, j'ai toujours mal au cœur parce que j'avais vu des données pour les personnes âgées, parce que c'est elles, je pense, qui subissent le plus parce que, voilà, comme vous venez de le mentionner, là, elles ne sont pas proactives dans la demande. Je veux me faire servir en français. Parce que la personne parle anglais, bon, on essaie de parler anglais, mais non. On a ce droit-là. C'est un excellent point. Puis quand on pense aux personnes aînées, une des réalités qu'on voit puis qu'on observe souvent, c'est la perte des capacités linguistiques qui ont été acquises dans la vie. Donc souvent, les gens vont être bilingues dans la vie quotidienne. Ils vont être capables d'aller à l'épicerie, ils vont être capables de même travailler en anglais. La santé, c'est un vocabulaire extrêmement spécifique. Puis quand on se tourne vers des personnes âgées, il y a beaucoup de personnes âgées qui perdent la capacité à parler anglais, qui reviennent au niveau des langues maternelles. C'est particulièrement vrai dans les cas de démence, mais ça s'applique aussi à d'autres publics cibles. Et donc, c'est un public qui est extrêmement vulnérable aux barrières linguistiques, qui n'a peut-être pas la capacité d'aller activement demander ses services. Et donc, on a besoin d'avoir des structures en place, que ce soit des services de longue durée, que ce soit des soins à domicile, que ce soit de l'information claire. Il faut que ce soit disponible pour ces gens-là pour leur permettre là, de vivre en santé le plus possible. Merci beaucoup, M. Desilets. J'aurais aimé vous garder plus longtemps, mais ce que moi, j'aimerais vous demander particulièrement, là, c'est venir nous tenir au courant de vos différentes actions dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, parce que je suis sûre que la communauté serait intéressée. Merci beaucoup pour ce moment. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur tout ce que la Société Santé en français fait, ça sera au www.santéfrançais.ca. Le site web, il apparaît à l'écran en ce moment. On va prendre une pause et juste après, on parle avec l'auteur Mishka Lavigne. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges
tout ce qu'on nous fait croire. Oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse? Garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens maintenant avec l'auteur Mishka Lavigne. Et Mishka, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé de ton côté parce que ça bouge toujours avec toi. J'ai passé l'été à travailler sur quelques nouveaux projets de création, quelques nouveaux projets d'écriture, quelques projets de traduction aussi. Et c'est ça, des belles choses cet été qui se sont passées. Tu as pris le temps de te reposer au moins parce que je sais que tu as beaucoup participé à des événements durant la pandémie. Je me rappelle que oui, j'ai regardé un tout petit peu, j'ai pas suivi jusqu'à la fin. Ton passage à la croisée des mots aussi, c'était un beau partage que tu avais fait sur ton inspiration. Merci. En tout cas, je sais que tu as bougé beaucoup là. Oui. Oui, j'en ai profité quand même pour me reposer, passer un peu de temps à la maison. J'étais au Nouveau-Brunswick aussi la semaine dernière pour un petit peu de travail, puis en même temps profiter un peu de la mer. Donc, c'est ça. OK, bon, je vais pas... peut-être que vers la fin, je vais essayer de te tirer des verres du nez, mais pour l'instant, on va parler de la priorité de pourquoi tu es là aujourd'hui. C'est pour nous parler de ton nouveau projet, si je peux l'appeler ainsi, aux éditions Interligne. C'est quoi? Donc, c'est une nouvelle collection qui a été créée par les éditions L'Interligne. Donc, c'est disons, ça fait partie de la collection Vertige, qui est la collection roman nouvelle chez Interligne. Donc, c'est un nouveau pendant de la collection Vertige pour les œuvres en traduction. Donc, c'est des œuvres du Canada anglais qui sont traduites en français pour la première fois, donc aux éditions L'Interligne. Je suis directrice de cette collection-là d'œuvres en traduction depuis la fin de 2019, décembre 2019. Mais on publie dans les prochaines semaines notre tout premier titre, donc la première traduction de la collection, qui est une traduction du recueil de nouvelles Coconut Dreams de Derek Mascarenas. Alors, je l'ai ici. C'est beau. Coconut Dreams qui est publié en anglais chez Book Hug Press à Toronto et qui est traduit par Paul Ruban. Ça va porter le titre La neige des cocotiers. Ça va être en librairie à partir du 13 octobre. On a très, très hâte. Ça va être notre premier titre. Ben moi, j'ai une question pour toi. Je sais que tu portes plusieurs chapeaux, mais celui de traductrice, là, c'en est un. C'est quoi la traduction? Est-ce que tu pourrais nous expliquer pour nous qui ne sommes pas dans le monde littéraire? En gros, c'est quoi faire une traduction? La traduction littéraire, pour moi, c'est un art. Donc, c'est vraiment de faire passer autant ce que l'auteur dit, donc vraiment ses mots, mais aussi son style, son souffle, son rythme, la façon dont l'autrice écrit dans la langue source, dans une langue de traduction. Avec Coconut Dreams, une des particularités du recueil de nouvelles, donc c'est un recueil de nouvelles où les nouvelles sont filées, si on peut dire, par le fait que c'est des personnages de même famille. Donc, c'est plusieurs personnages de la même famille qui sont chacun à leur tour les narrateurs des nouvelles, incluant surtout 2 enfants, donc Ali et Aiden. Alors, il y a plusieurs de ces nouvelles-là qui sont des nouvelles d'enfance, donc qui se passent quand Ali a 7 ou 8 ans, quand Aiden a 12 ou 13 ans. Donc, on a ces narrateurs-là qui sont des enfants, puis il fallait que ça passe en français aussi. Ça, c'est une chose sur laquelle Paul Ruban, le traducteur, a travaillé très fort. Donc, on puisse vraiment sentir, autant qu'on le sent en anglais, le souffle de ces enfants-là qui fait la narration des
des nouvelles, dans le fond. Puis de voir leur évolution de quand ils sont enfants à quand ils deviennent des jeunes adultes. Et voir ce qui change dans comment ils parlent, dans comment ils pensent. Puis tout ça, c'est à l'intérieur de La neige des cocotiers. Alors, prendre un ouvrage en anglais et puis le mettre en français, on sait que le français, c'est une belle langue, là, mais souvent, elle est assez complexe. Donc, de prendre, je veux dire, comme tu l'as mentionné, le ton, la tonalité que l'auteur, à la base, voulait donner à Coconut Dreams, et puis le transcrire maintenant dans La neige, c'est ça, La neige des cocotiers. Comment ça se travaille? Est-ce que c'est mot par mot, page par page? C'est sûr que c'est mot par mot. Il faut que toutes les phrases soient là. Une des choses qu'on fait, admettons, quand on travaille sur une traduction en vue d'une publication, qui est une chose qu'on ne fait pas quand c'est, admettons, un roman directement publié dans sa langue d'écriture. Une des choses qu'il faut faire, c'est une traduction, une révision comparée. Donc ça, c'est vraiment passer phrase par phrase. Est-ce qu'il y a une phrase qui a été oubliée? Est-ce qu'il y a un mot qui a été oublié? C'est très long. Par contre, ce qui arrive avec le français, c'est que ça va souvent devenir un peu plus long. C'est ça. Donc, ce qu'on veut quand on garde le rythme pour une traduction de l'anglais au français, souvent, on va devoir couper des phrases en deux, on va devoir faire... ça, c'est surtout présent. Moi qui traduis du théâtre, c'est quelque chose que je fais beaucoup pour qu'on ait le même rythme, le même genre de rythme quand la parole est dite sur une scène. Dans un roman, dans des nouvelles, c'est certain que c'est un peu moins présent, cette réalité-là, mais c'est quand même quelque chose que Paul a travaillé beaucoup. Moi, je suis très sensible au rythme, à la lecture, puis je voulais que ce soit vraiment aussi une traduction d'ici. Donc, c'est une traduction dans laquelle on aurait une langue qu'on entendrait dans une cour d'école franco-ontarienne. Donc, c'est pas une traduction qui est faite pour un public, admettons, de la France. C'est vraiment une traduction qui est faite pour un public au Canada français, en Ontario français. Puis ça, c'est une des choses qui me tenait particulièrement à cœur de faire une traduction comme celle-là. Surtout à cause de ces personnages enfants-là, parce qu'ils sont dans certaines nouvelles à l'école, avec leurs amis au Canada. Je voulais avoir cet univers-là présent pour le lecteur en français. C'est un peu comme faire voyager sa culture, là. Écoute, Mishka, je vais te garder avec moi et juste après la pause, on va continuer de parler de cette belle collection. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je parle toujours avec Mishka Lavigne de la nouvelle collection d'œuvres en traduction chez les éditions Interligne. Et on parlait avant la pause de la première œuvre qui va apparaître le 13 octobre qui s'appelle La neige des cocotiers, puis qui est une traduction d'une nouvelle en anglais. Et puis là, on parlait du processus. Tu me disais que tu avais voulu garder ça, je vais le dire comme ça, familier à la culture franco-ontarienne. Oui, absolument. Puis je crois que c'est vraiment le recueil de nouvelles qui amène à cette réflexion-là. Donc, on a Ali et Aiden qui sont deux enfants de première génération. Leurs parents immigrent de la région de Goa, en Inde. Donc, Ali et Aiden, c'est des enfants qui ont grandi au Canada. C'est des enfants qui ont rencontré leurs amis à l'école au Canada. C'est des enfants qui n'ont pas habité en Inde comme leurs parents. Donc, vraiment, c'était pour avoir un peu ça qui était familier, qui était vraiment pour représenter ce que sont ces enfants-là à l'intérieur du recueil. Donc, on a la belle couverture verte. Oui, on vient de voir c'est ça. OK, donc tu as pu la voir aussi, la belle couverture verte. J'étais curieuse, je me suis dit, mais Mishka vient de me dire que ça paraissait le 13 octobre, mais je viens de le voir, là, c'est écrit sur le site web. Il va falloir attendre le 13 octobre pour la voir. Alors, ça, c'est un premier titre que vous avez travaillé dessus. Ça vous a pris combien de temps? Dans le fond, on a eu la confirmation du financement de traduction. Ça vient du Conseil des arts du Canada. Et on a eu cette confirmation-là vers la fin août de l'an dernier, donc de 2020. Paul a commencé la traduction à ce moment-là et pour enligner toute la publication et tout ça pour maintenant, pour le mois d'octobre. Wow. Ça a été terminé, si on veut, autour du mois de juin. Puis ensuite, là, le travail d'édition pour l'imprimeur et tout ça, ce qui prend environ 3 mois, généralement. C'est ça. Donc, ça fait quand même un gros travail. Moi, quand j'étais en traduction, là, je pense que beaucoup de gens aussi vont penser pareil. Bon, OK, je prends l'affaire ici en anglais, je la mets en français, et puis c'est tout. Mais non. C'est beaucoup plus profond que ça, parce que regarde le temps que ça a pris pour que ça puisse paraître en octobre. Avec la traduction littéraire, c'est certain que, oui, c'est un volume de traduction qui est quand même assez intense. Donc, c'est un livre de 350 pages qui est traduit. Mais c'est aussi, ça a aussi un certain aspect de complexité, si on veut, que la traduction administrative peut avoir ou que la traduction technique peut avoir. Mais dans la traduction littéraire, vraiment, ce qu'on veut, c'est faire passer les émotions que nous, on a ressenties à la lecture de ce livre-là dans sa langue source vers une langue de traduction. Donc là, ça demande quand même beaucoup de finesse, beaucoup d'attention aux détails. Puis je crois que c'est un travail que Paul Ruban a fait de façon remarquable. Donc, j'ai vraiment très hâte que les gens puissent découvrir la traduction de... Et toi, en tant que directrice de cette collection-là, tu as juste un œil dessus pour pouvoir apporter, je pense, tes points, c'est ça? Oui, moi, je garde un œil sur le travail des traducteurs qui traduisent les œuvres pour la collection, mais c'est aussi moi qui fais la sélection des œuvres. Donc, je passe beaucoup de temps à lire ce qui sort comme nouveauté en littérature canadienne-anglaise. Donc, je m'attarde beaucoup aux listes de prix. Admettons, la semaine dernière, il y a la longue liste du Scotiabank Giller qui est sortie, qui est le plus riche, si on veut, prix littéraire au Canada. C'est une très grosse bourse. Okay. Donc, la liste du Scotiabank Giller, les auteurs canadiens qui peuvent se retrouver parfois sur les listes de prix internationaux. Donc, je passe vraiment beaucoup de temps à voir, à lire ce qui sort aussi, surtout avec les presses indépendantes, comme Book Hug Press, qui est une petite maison indépendante à Toronto qui a publié Coconut Dreams. Donc, je regarde beaucoup du côté des plus petites presses, des presses qui sont basées au Canada, plutôt que les auteurs canadiens qui publient dans, disons, des maisons d'édition qui ont des bureaux au Canada, qui sont
plus grosses, généralement. Donc, les livres qui sortent de façon indépendante, c'est surtout ce qui m'intéresse. Fait que je lis beaucoup de littérature canadienne anglaise dans une année. Wow! En tout cas, là, maintenant, je sais, ça, j'ai eu la primeur parce que tu me l'as dit en privé. La prochaine traduction va paraître au printemps. Est-ce qu'on peut déjà parler, si tu peux, hein, de qu'est-ce qui s'en vient pour le printemps? Donc, absolument. La prochaine traduction qui s'en vient, elle est en processus de révision en ce moment, donc ça devrait pouvoir sortir au printemps comme prévu. C'est un roman de Eva Farmery, qui est aussi basée à Toronto, qui est une autrice irano-canadienne. Wow. Donc, c'est Through the Sad Woods Our Corpses Will Hang. Qui est une citation, le titre vient d'une citation tirée de L'Enfer de Dante. Moi, c'est un livre que j'ai découvert, en fait, celui-là, parce que je connais la traductrice qui l'a traduit en allemand. Puis c'est elle qui m'a dit « Ah, lis ça, c'est super, c'est un vraiment bon livre et tout. » Il va nous rester 15 secondes, Mishka. Oui, mais je vais te garder après la pause. J'ai nommé la directrice, donc c'était ma chance de le faire passer en traduction. Je suis très contente. Parfait. Donc, de l'allemand passé au français. Tu vas m'expliquer tout ça en peut-être 45 secondes après la pause parce que je vais te garder avec moi. C'est bon? Alors, on va prendre une petite pause et juste après, je continue de parler avec Mishka Lavigne de ce beau projet qui se passe aux éditions Interligne. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Émission de Passeport 1225, nous accueillons Marie-Élisabeth Lévesque, une planificatrice d'événements, qui nous informe des activités régionales qui pourraient vous intéresser. Ensuite, nous écoutons quelques reportages des étudiants en journalisme à la Cité. Soyez des nôtres. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. À notre prochaine émission, nous allons recevoir Diego Elizondo, activiste passionné de l'histoire franco-ontarienne. Il va nous parler de son parcours. C'est un rendez-vous. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Nous venons de traverser des moments difficiles. Une dure épreuve pour beaucoup. Mais ça nous a aussi rapprochés. Et ça doit continuer. Il est temps de dire haut et fort, voici ma communauté, c'est ce qui compte le plus. Il est temps d'aider vos voisins les plus touchés, les vétérans, les aînés, les jeunes. Il est temps de rebâtir. En adhérant à la Légion, vous soutenez des programmes et des initiatives essentielles au sein de votre communauté. Vous voyez, les arbres sont pas mal gris, sont au loin. Alors, ça donne la distance. Ça les pousse en arrière. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Mishka Lavigne pour parler de la nouvelle collection d'œuvres en traduction. Tu nous as montré un tout petit peu, c'est le scoop du jour, là. Le deuxième titre qui va apparaître au printemps, tu nous l'as montré un peu. C'est assez intriguant, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner vu la couverture, là. Mais si on veut revenir un peu sur le point de notre discussion d'aujourd'hui, c'est la traduction de La neige des cocotiers qu'il faut absolument avoir à partir du 13 octobre. À partir du 13 octobre et Through the Sad Woods qui va être au printemps traduit par Benoît Laflamme. Donc ça va être une belle année pour cette nouvelle collection. Je suis très excitée par cette première année-là. Moi d'ailleurs, là je t'écoutais parler, je te promets que j'oubliais le décompte à mon oreille. J'étais tellement prise à parler avec toi parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant à faire comme travail. Écoute Mishka, bonne chance pour ce nouveau, ce nouveau chapeau aux éditions Interligne. Puis on a hâte de savoir qu'est-ce que ça va donner pour le deuxième titre. Au revoir. Merci, au revoir. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. N'oubliez pas que le 13 octobre, il y aura le nouvel ouvrage de la nouvelle collection d'œuvres en traduction chez les éditions Interligne. Donc, www.interligne.ca, c'est le site web à visiter. Nous, on se voit demain à partir de 11h. J'espère que vous serez des nôtres. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rogers.